Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble des concepts de la programmation orientée objet, à savoir les constructeurs, les accesseurs et l'accès aux membres d'une classe. Commençons par les constructeurs. Qu'est-ce qu'un constructeur? Donc, un constructeur, c'est une méthode particulière qui n'a pas de valeur de retour, qui a le même nom que la classe, qui permet de créer des objets de la dite classe. Un constructeur peut avoir des paramètres, il peut être sans paramètres. On va voir les différents types de constructeurs. D'abord, on va parler du constructeur sans paramètres. Un constructeur sans paramètres, il servira pour initialiser les attributs d'un objet, soit par les valeurs par défaut ou bien par des valeurs définies par l'utilisateur. Regardons un exemple. Si on prend la classe personne, cette classe possède deux attributs, un nom de type chaîne de caractères, âge de type entier, et là, on va ajouter un constructeur sans paramètres. Ce constructeur va initialiser les paramètres, les attributs de la classe aux valeurs par défaut des types, c'est-à-dire pour l'attribut nom, on va avoir une chaîne vide et pour l'attribut âge, on va voir la valeur 0 qui représente la valeur par défaut pour le type entier. Regardons maintenant un autre type de constructeur sans paramètres, toujours dans la classe personne, un constructeur sans paramètres, mais cette fois-ci qui initialise les attributs de la classe à des valeurs définies par l'utilisateur. Je veux ici créer, à travers ce constructeur sans paramètres, un objet personne dont le nom c'est Salah et l'âge c'est 40. C'est pas tout. On parle aussi des constructeurs avec paramètres. C'est un constructeur qui initialise les attributs de la classe à des valeurs passées en paramètres et qui change à chaque fois de l'exécution. Illustrons ça par un exemple. Toujours dans la classe personne, on va ajouter un constructeur personne qui possède des paramètres. Bien sûr, ici, les paramètres vont initialiser les attributs de la classe. Donc, c'est un constructeur à deux paramètres. La valeur chaîne va initialiser l'attribut nom et la valeur x va initialiser l'attribut âge. On parle aussi de constructeur par défaut. Donc, jusqu'à maintenant, on a le constructeur sans paramètres, le constructeur avec paramètres et le constructeur par défaut. Dans quel cas utiliser le constructeur par défaut? En fait, si la classe ne possède pas de constructeur, on aura toujours besoin de créer des objets d'une classe et dans ce cas, on va faire recours à un constructeur qui s'appelle par défaut. Donc, si la classe ne présente pas de constructeur, qui va nous fournir ce constructeur? C'est bien la machine virtuelle Java qui présente ce constructeur par défaut dans le cas où il n'y a plus de constructeur dans notre classe. Ce constructeur initialise les attributs de l'objet aux valeurs par défaut et il est absent en cas de présence d'un constructeur. Une classe peut avoir plusieurs constructeurs. Parlons d'un destructeur. Donc, si un constructeur construit un objet d'une classe, que va faire le destructeur? Tout à fait, le destructeur va détruire une instance d'une classe en mémoire. Quand est-ce? Lorsque l'objet n'est plus utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire un objet n'est plus utilisé? Donc, un objet qui n'a aucune relation avec d'autres objets peut
peut être supprimé. Qui va supprimer les objets en mémoire? C'est le mécanisme Garbage Collector qu'on appelle Ramas Miet. Donc, c'est un mécanisme de la machine virtuelle Java qui permet la gestion de la mémoire en libérant de l'espace inutilisé, en supprimant des objets qui ne réfèrent à aucun autre objet. Donc, ce sont des objets inutilisés. On va les libérer pour récupérer leur espace pour d'autres utilisations. Donc, le Garbage Collector va appeler des finaliseurs, des méthodes spécifiques pour accomplir la destruction. On parle aussi, parmi les concepts de l'approche objet, on parle des accesseurs. C'est quoi un accesseur? Un accesseur, c'est une méthode publique qui donne accès à un attribut privé. On rappelle que concernant le mode de visibilité des attributs, on parle du mode public, c'est-à-dire l'attribut va être accessible par toutes les classes, un mode de visibilité protected, c'est-à-dire que les attributs seront visibles pour les classes héritières, et on revient sur ce point lorsqu'on va voir la notion d'héritage. Et privé, un attribut est privé lorsque on limite son accès uniquement à la classe qui le définit. N'oublions pas qu'on a aussi un mode de visibilité néant ou bien le par défaut pour donner accès aux attributs aux classes du même package. Donc, revenons à ce mode de visibilité private. Si je déclare un attribut privé et j'ai besoin de l'utiliser hors de sa classe, comment faire? Eh bien, ici, on a deux types d'accesseurs, un accesseur en lecture et un accesseur en écriture spécifique aux attributs déclarés privés. Donc, un accesseur en lecture, il permet de récupérer la valeur d'un attribut privé hors sa classe, et cette méthode va commencer par un get, et un accesseur en écriture, c'est une méthode spécifique pour modifier la valeur d'un attribut privé, et ça commence par un set. Regardons cet exemple. Considérons l'attribut salaire qui est de type float et avec le mode de visibilité privé. La valeur de salaire vaut 980 dinars, par exemple. Hors de la classe où salaire est déclaré, je ne peux plus l'utiliser parce qu'il est déclaré privé. Pour le rendre accessible, cette classe doit définir ce qu'on appelle un getter et un setter pour la récupération de la valeur du salaire et pour la modification de la valeur de salaire. Un get salaire, c'est une méthode qui permet de récupérer la valeur de salaire, c'est pourquoi elle va retourner un float, c'est une méthode publique, et elle va faire un return de salaire. Et un set salaire, c'est une méthode qui ne retourne rien parce qu'elle est dédiée à modifier la valeur du salaire par une variable passée en paramètre. Instantiation. Qu'est-ce que l'instanciation? C'est l'opération de création d'un objet. On dit c'est un objet de cette classe ou c'est une instance de cette classe. La création d'objets ou l'instanciation se fait avec l'opérateur new suivi du constructeur de la classe. Si je considère l'objet pers, un objet de la classe person, comment je vais créer cet objet moyennant l'opérateur new person Sally 21. J'appelle ici le constructeur à deux paramètres qui prend le premier paramètre, le nom, prénom, le deuxième, c'est l'âge. Quelle est l'incidence de cette instruction en mémoire? Donc,
Si on a assez d'espace, on va retourner dans la variable purse une référence d'une case en mémoire qui représente cet objet personne avec les valeurs définies à travers le constructeur. Donc l'opérateur new, qu'est-ce qu'il retourne? Comme j'ai bien dit, une référence, une adresse de cet objet en mémoire, ou bien, si l'espace mémoire est insuffisant, une exception de type out of memory error. Une fois on a parlé des objets, on peut parler de la comparaison des objets. On va partir d'une instance P, donc c'est une personne définie avec un prénom Mohamed à l'âge 25, et une personne Q définie avec les mêmes paramètres. Au niveau de la mémoire, on va récupérer une référence dans P qui représente le premier objet et une référence dans Q suite à l'appel de l'opérateur new ayant les paramètres déjà définis. Est-ce qu'on peut dire que P égale à Q? Est-ce que l'objet P égale à l'objet Q? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ici, on fait des comparaisons des références d'objets. Donc, l'objet P a une référence 1, l'objet Q a une référence 2, qui sont différents. Donc, ces deux références sont différentes. Pourtant, les propriétés sont identiques. Donc, si on veut comparer les propriétés des deux objets, on va utiliser une méthode qui s'appelle equals. Donc, et on teste comme suit. P.equals Q. Ici, on teste, est-ce que les propriétés des objets sont égales ou pas? Dans ce cas, on peut dire oui, les propriétés sont bien égales. C'est quoi le equals? C'est une méthode héritée de la classe objet et qui doit être définie dans la classe à chaque fois qu'on va l'utiliser. Regardons l'exemple suivant. On va partir d'une classe personne avec comme attribut nom et âge. Notre constructeur a deux paramètres pour initialiser les attributs et on est en train de redéfinir la méthode equals déjà définie. Donc, equals, c'est une méthode qui retourne un booléen. On lui passe un objet personne. Son rôle, c'est de faire la comparaison entre l'objet courant avec l'objet passé en paramètre. Donc, ça retourne true dans le cas où les noms sont égaux et l'âge aussi. Elle retourne false sinon. Donc, on peut dire que deux objets personnes sont égaux si, en utilisant la méthode equals, si les noms coïncident et leur âge sont égales. Alors, passons à la méthode de test. On va créer les deux personnes P et Q avec les paramètres déjà définis. On va faire un petit test. If P égale à Q, on va afficher référence égale. Sinon, référence différente. Et on va tester maintenant l'égalité des propriétés des objets avec la méthode equals et on affiche si les objets sont identiques ou bien différents. Donc, à votre avis, est-ce qu'on peut dire que les références sont égales? Pas du tout. Donc, comme vous le voyez bien, références différentes, puisque les références récupérées à travers les opérateurs new sont bien différentes. Par contre, après la redéfinition de la méthode equals et en l'appliquant sur l'objet P et Q, on obtient objets identiques puisqu'ils ont des noms qui coïncident et des âges aussi. L'affectation entre objets. Si je prends un objet P qui représente
une personne de nom Mohamed et d'âge 25, si je prends un objet Q et je fais cette affectation, Q reçoit P. En fait, Q va recevoir la valeur de P qui est une référence retournée par l'opérateur new. Dans ce cas, le P et le Q ayant la même référence vont pointer sur le même objet en mémoire. Avec une méthode de test, on illustre ce petit code et on va faire ce test. Est-ce que P égale à Q? Ici, on veut tester les références. Oui, bien sûr, les références sont égales suite à cette affectation. Passons maintenant à l'accès aux membres d'une classe. Une classe peut avoir des attributs et des méthodes. Alors, si je prends un attribut, comment j'accède à un attribut? Je précise le nom de l'objet, point, le nom de l'attribut. Si je veux accéder à une méthode, c'est le nom de l'objet, point, le nom de la méthode, et je présente la liste des arguments s'il existe. Voilà un exemple ici pour accéder à l'attribut de l'objet P. P qui a été créé suite à l'appel à l'opérateur new. Donc, si on veut afficher le nom de l'objet, c'est bien P.nom. Si on veut appeler la méthode affiche, c'est P.affiche. Regardons l'exécution. Donc, si on veut afficher ici le nom, ça va être le nom de l'objet P, c'est Mohamed. Et en appliquant la méthode affiche sur l'objet P, ça va nous donner le nom et l'âge. En ce qui concerne les membres statiques, on rappelle un peu qu'est-ce qu'un membre statique. Donc, les attributs sont de deux types. Il y a des attributs d'instance et il y a des attributs statiques. En fait, un attribut d'instance, c'est un attribut qui se crée avec la création de l'objet. Donc, c'est un attribut qui fait partie de l'objet. Par contre, un attribut statique, c'est un attribut qui fait partie de la classe et qui est partagé par tous les objets. Regardons cet exemple. Donc, on a une classe personne qui comporte nom et âge. On dit bien qu'ils sont des attributs d'instance et un attribut count initialisé à la valeur 0 et qui présente le mot-clé static. Donc, c'est un attribut de la classe. Que représente ce count? Donc, on veut que cet attribut s'incrémente à chaque création d'une personne. On doit l'inclure au niveau du constructeur. Donc, le constructeur avec un nom et âge qui vont initialiser nos attributs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le count? On va l'incrémenter à chaque fois qu'on appelle le constructeur. Une méthode affiche qui permet d'afficher les attributs de l'objet. Passons à la méthode de test main. On crée ici un objet P avec l'opérateur new, puis on veut afficher le nombre d'objets créés. Donc, puisque count c'est un attribut de classe, c'est un attribut statique, il peut être manipulé à travers un objet ou bien à travers la classe. Donc, on peut faire un p.count pour voir la valeur du count. Également, on peut faire personne.count pour afficher la valeur du count. Avec la création d'une deuxième personne, bien sûr, le count s'incrémente et on peut l'afficher à travers l'objet Q. Donc, comment accéder à un attribut statique? Soit à travers le nom de l'objet, soit à travers le nom de la classe. Regardons l'exécution de cette première partie. Création d'un objet P, puis affichage de la valeur du count. Donc, le nombre d'objets créés, c'est 1. Que ce soit on l'affiche à travers le p.count ou bien à travers personne.count. De la même manière, pour accéder à une méthode statique, c'est le nom de la classe
nom de la classe, nom de la méthode. Donc, on a ici la méthode main de test. Donc, on a P, on appelle la méthode power du package math. Donc, pour calculer la puissance 8 puissance 2. Puis, on appelle la méthode SQRT, donc méthode statique, pour calculer la racine carrée du 25. Et on va afficher. Donc, ici, on affiche. On trouve que P égale à 64. Donc, l'appel de la méthode power a été effectué à partir de la classe. Et de même ici, pour la racine carrée du 25, on a récupéré 5. Donc, la méthode SQRT a été appelée à travers la classe math. Donc, ici, l'accès à une méthode statique, c'est le nom de la classe, point, le nom de la méthode. J'espère que ces explications vous étaient bénéfiques et à la prochaine vidéo.